Je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans. Il y a 18 mois, j'étais associé gérant d'un cabinet de conseil en stratégie financière. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une femme magnifique, une maison en bord de mer, une Audi RS6 et un fils de 7 ans que j'adorais. Aujourd'hui, je suis endetté jusqu'au cou, mon cabinet a déposé le bilan. Je vis dans un 2 pièces loué dans une banlieue triste. Et mon fils, je le vois un week-end sur 2. Encore que la dernière fois, sa mère a trouvé une excuse pour annuler. Asseyez-vous. Je vais vous raconter comment ma femme de 36 ans, Chloé, a couché avec mon propre frère pendant 2 ans, a vidé tous nos comptes, a monté un dossier de surendettement à mon nom et m'a laissé sans un sou. Et elle est repartie avec lui, avec mon frère. Vous avez bien entendu. Je l'ai rencontrée en 2014 à une soirée d'entreprise. Elle était hôtesse d'accueil dans un grand hôtel parisien. Brune, les yeux noisettes, un rire contagieux. Je venais de rompre avec une femme qui me trompait, déjà. Alors j'étais méfiant. Mais Chloé avait une façon de parler doucement, de poser sa main sur mon bras, de dire « Je te comprends » qui m'a désarmé. Elle était jeune, mais elle semblait mature. Elle lisait des romans difficiles, elle aimait le jazz, elle critiquait la société de consommation. Je me suis dit « Elle est différente ». Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an. Mariage 2 ans plus tard. Mon frère Antoine était témoin. Antoine a 2 ans de moins que moi. Il a toujours été le beau-frère, le brun ténébreux, le séducteur, celui qui n'a jamais tenu un boulot plus de 6 mois. Moi, j'étais le sérieux, le bosseur, le mari fidèle. Notre mère disait « Antoine a le charme, Sébastien a le cœur ». Quel con, ma mère! Les premières années avec Chloé étaient douces. Elle a eu notre fils, Lucas, en 2017. Elle a arrêté de travailler. Elle disait vouloir se consacrer à l'éducation. Je trouvais ça formidable. Je rentrais du bureau. Elle m'attendait avec un plat chaud. Lucas faisait ses premiers pas dans le salon. J'étais heureux, vraiment heureux. Je me souviens d'un dimanche après-midi. Elle dormait sur le canapé, Lucas sur sa poitrine, et j'ai pris une photo. Je me suis dit, voilà ma vie. Elle est parfaite. Je n'ai rien vu venir. Rien. Le premier signe, rétrospectivement, c'était Antoine qui venait trop souvent à la maison. Il habitait à 2 heures. Mais soudain, il avait toujours une raison de passer. Un outil à emprunter, un conseil pour sa voiture, une panne de portable. Chloé riait avec lui. Beaucoup trop. Je me disais, ce sont des beaux-frères, c'est normal. Un jour, je suis rentré plus tôt. La voiture d'Antoine était dans l'allée. J'ai ouvert la porte du jardin. J'ai entendu des rires étouffés venant de la cuisine. Je suis entré sans bruit. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, leurs mains se touchant sur la table. Chloé a retiré la sienne très vite. Antoine a dit « On regardait des photos de vacances ». J'ai serré les dents. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas passer pour un jaloux maladif. Après ça, j'ai commencé à regarder. Discrètement. Les messages sur son téléphone. Elle le verrouillait maintenant. Les soirées entre copines, où elle rentrait à 3 heures du matin. Les week-ends où Antoine déposait Lucas, parce qu'il passait dans le coin. J'avais des doutes, mais je les enfouissais. Parce que admettre que ma femme couchait avec mon frère, c'était admettre que toute ma vie était une mascarade. Pendant ce temps, mon cabinet marchait bien. Très bien. J'avais 2 associés, 8 salariés. Je gérais les gros comptes. Chloé, qui avait toujours montré peu d'intérêt pour mon travail, s'y est soudain intéressée. « Tu devrais me former », disait-elle. « Comme ça, je pourrais t'aider avec la compta, les dossiers. Tu es trop surmené. » J'étais touché. Je lui ai donné un accès à certains fichiers. Je lui ai confié des tâches administratives. Elle était rapide, efficace, discrète. Je lui ai fait signer un mandat de gestion pour les comptes perso. « Pour les impôts, c'est plus simple », disait-elle. J'ai signé sans lire. En août 2023, j'ai commencé à recevoir des alertes. Des virements inhabituels depuis mon compte professionnel vers un compte à l'étranger. J'ai interrogé Chloé. C'est une erreur, j'ai déjà appelé la banque. Ils corrigent. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Le 14 septembre 2023, je suis rentré du bureau plus tôt parce que je ne me sentais pas bien. La maison était vide. Pas de Chloé. Pas de Lucas. Pas de voiture. Juste une enveloppe sur la table de la cuisine, avec mon prénom écrit au stylo bleu. À l'intérieur, une lettre courte écrite de son écriture ronde. « Sébastien, je pars avec Antoine. On s'aime. Lucas est avec nous. Ne cherche pas. » J'ai pris ce qui me revenait. Tu n'as rien vu venir, comme toujours. Chloé, ce qui me revenait. J'ai ouvert mon compte en banque en ligne. 0. 0 euros. Le compte joint, vide. Le compte professionnel, un trou de 200 000 euros. Elle avait viré l'argent par petites touches depuis des mois et j'avais signé des autorisations sans vérifier. Mon compte épargne personnelle, vidé.
Les assurances-vie, rachetées avec une fausse signature, sa signature, maquillée en mienne. J'avais une procuration, elle avait tout ce qu'il fallait. J'ai appelé mon frère. Il ne répondait plus. J'ai appelé ma mère, en larmes. Elle m'a dit, « Antoine m'a dit que tu l'avais menacé, qu'il avait peur de toi. » Menacé? Je n'avais rien dit à personne. Il avait monté un dossier contre moi. Un faux dossier. Le lendemain, j'ai reçu une convocation du tribunal de commerce. Mon cabinet était en redressement judiciaire. Une dette de 200 000 € non déclarée, des factures impayées, un client qui portait plainte pour détournement de fonds. Les fonds, c'était moi, ou plutôt c'était Chloé qui avait pris l'argent des clients en utilisant mes codes. Elle avait tout organisé. Pendant 2 ans, elle avait appris mon métier, mes failles, mes mots de passe. Elle avait couché avec mon frère pour qu'il l'aide à monter le scénario. Et elle avait disparu. La descente aux enfers a été fulgurante. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de mon cabinet en décembre 2023. J'ai perdu mes associés, mes employés, ma réputation. Les clients me poursuivent encore aujourd'hui pour des sommes que je n'ai pas. Je suis interdit bancaire. Je dois 17 000 € d'impôts. Et je n'ai pas les moyens de payer un avocat pour la garde de Lucas. Parce que Lucas, il vit avec elle. Et avec Antoine, mon frère. L'homme qui a joué au Lego avec mon fils, qui l'a emmené à la piscine, qui lui a appris à faire du vélo. Il vivait chez moi, couchait avec ma femme et préparait ma ruine. Et Lucas l'appelle tonton Antoine. Enfin, maintenant, Chloé lui fait dire papa Antoine. Je l'ai appris par une voisine restée amie. Je n'ai pas vu mon fils depuis 5 mois. Chloé a obtenu une ordonnance de protection contre moi. Elle a inventé des violences conjugales, des menaces de mort, tout ce qu'il faut. Le juge l'a cru. Il n'y avait aucune preuve. Mais il a dit « La parole de la mère fait foi, fait foi. Ma parole à moi, l'homme ruiné, le mari cocu, le frère trahi, ma parole ne vaut rien. Le pire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas la trahison de mon frère. C'est le regard de Lucas la dernière fois que je l'ai vu. On était au McDonald's, lors d'un droit de visite que j'avais dû supplier pour obtenir. Il avait l'air fatigué, distant. Je lui ai demandé « Tu es content à la maison ?» Il a haussé les épaules. « Maman dit que tu es méchant. Tonton Antoine, il est gentil. » Il a dit ça à mon fils de 7 ans. J'ai souri pour ne pas pleurer. J'ai commandé un Happy Meal. Il a mangé sans me regarder. En partant, il m'a donné un dessin qu'il avait fait à l'école. Un soleil, une maison, 2 grands personnages, une femme brune et un homme brun. « C'est maman et Antoine », a-t-il dit. Et en bas, il avait écrit « Ma famille ». Moi, je n'étais pas sur le dessin. J'ai gardé ce dessin dans ma poche. Je le sors parfois, le soir, dans mon 2 pièces minables. Je regarde ce soleil jaune, cette maison avec des fleurs, et ces 2 personnages qui sourient. Et je me dis que mon fils ne sait pas. Il ne sait pas que sa mère a volé l'argent de ses vacances, de ses études, de son avenir. Il ne sait pas que son tonton Antoine a détruit son père. Il ne sait pas que la maison qu'il dessine, c'est la mienne, celle qu'on a vendue aux enchères pour éponger les dettes. Moi, je sais tout. Et ce qui me hante, c'est que j'aurais pu tout arrêter. J'aurais pu ne pas lui donner l'accès au compte. J'aurais pu écouter mon instinct quand je les voyais rire trop fort dans la cuisine. J'aurais pu engager un détective privé. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'aimais Chloé. Parce que je faisais confiance à mon frère. Parce que je croyais que la famille, c'était sacré. La famille, ce n'est pas sacré. C'est juste un champ de bataille où certains portent l'uniforme du soldat et d'autres celui du traître. Aujourd'hui, je consulte un psychologue. Il me dit de me reconstruire. Reconstruire quoi? Je n'ai plus de travail, plus de maison, plus de femme, plus de frères, plus d'argent, presque plus d'enfants. Il me reste une vieille Audi que je ne peux plus payer en essence, et ce récit que vous êtes en train de lire. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux juste que vous sachiez, quand votre femme s'intéresse soudain à vos comptes, méfiez-vous. Quand votre frère commence à venir trop souvent, méfiez-vous. Quand tout semble parfait, méfiez-vous. Le piège parfait est toujours celui qu'on n'attend pas. Mon frère et ma femme vivent aujourd'hui à l'étranger, sans doute au Maroc ou au Portugal. Je n'ai pas réussi à les localiser. Ils ont emmené mon fils. Ils ont mon argent. Ils ont ma vie. Et moi, je suis ici, dans ce studio, à me demander si un jour Lucas comprendra, s'il saura que son père n'est pas un monstre, qu'il n'a jamais frappé personne, qu'il a juste eu le tort d'aimer 2 personnes qui ne le méritaient pas. En attendant, je me lève tous les matins. Je bois un café. Je regarde les petites annonces. Je cherche un travail, n'importe lequel. À 48 ans, avec un dossier judiciaire, une liquidation et une réputation détruite, personne ne veut de moi. Alors, je vais peut-être devenir gardien de nuit, ou livreur, ou rien du tout. Mais je me bats pour revoir Lucas. Je me bats pour qu'un jour, il sache la vérité. C'est la seule chose qui me reste.
l'espoir qu'un enfant de 7 ans devienne un homme et pose un jour les bonnes questions. D'ici là, je suis là, seul, ruiné, trahi par les 2 personnes que j'aimais le plus au monde.